Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire pénurie, hausse des prix, Austral, pourquoi le marché de l'électricité s'emballe-t-il? C'est un beau programme qui colle exactement à l'actualité. On a vu passer beaucoup d'informations dans la presse depuis plusieurs semaines. On a un contexte international qui est difficile. Il y a la problématique évidemment du gaz russe, du pétrole russe, une Europe exsangue d'un point de vue énergétique. La semaine dernière, par exemple, l'interview du responsable d'Austral, Lucas Kung, qui parlait même de s'éclairer à la bougie cet hiver. Alors, c'est une petite phrase, évidemment, retenue par les médias. C'était pas l'unique partie de son propos, mais quand même, preuve que ça fait peur. Donc, on a voulu un petit peu faire le point, démêler le vrai du faux et surtout expliquer aux entreprises, notamment, ce qui se passe actuellement sur le marché de l'énergie, ce qu'il faut redouter dans les prochains mois et ce dont on va pouvoir se réjouir ou presque. Pour ça, on a trois intervenants qui vont s'exprimer ce matin. Stéphane Genoux, que vous avez entendu il y a quelques secondes, professeur à la HESSO Valais et spécialiste de l'énergie. Nicolas Ecknauer, qui est responsable d'exploitation du réseau Romand d'énergie, qui est membre d'Austral aussi pour la thématique du délestage. Et puis Laurent Minot, responsable du segment entreprise chez Romand d'énergie. Chacun de ces intervenants va parler une quinzaine de minutes. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat directement. On va essayer d'en sélectionner quelques-unes pour la fin, tout dépendra du nombre de questions que vous avez. On essaiera de répondre en tout cas à la plupart. Et puis voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais simplement passer la main maintenant à Stéphane Genoux qui va commencer ce webinaire. Vers une pénurie d'énergie, point d'interrogation, c'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Stéphane Genoux, je vous laisse la parole. Vous pouvez nous dire si oui ou si non on se dirige vers une pénurie d'énergie. Est-ce que vous voyez mon écran plein? A priori, oui. D'accord, ok. Alors, merci à tous d'être là. C'est super important de parler. Premier, un petit truc pour ça sert à rien d'angoisser, hein. Moi, je vois aujourd'hui un paquet de gens qui commencent à angoisser. Je veux dire, il faut jamais oublier que nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas d'électricité. C'est pas pour ça qu'ils sont morts. Je veux dire, ils nous ont fait. Donc, a priori, l'électricité, c'est super important. Mais si jamais on vient en avoir pas pendant une semaine ou deux, c'est pas la catastrophe, hein. On va pouvoir s'en passer. Je vais essayer de passer. Alors, j'aurais pu vous parler en fait de plein d'autres choses. J'aurais pu vous parler de la hausse de la température, de la disparition de la biodiversité, de la sécheresse qu'on a en Europe. J'aurais pu vous parler en fait de la guerre en Ukraine et des problèmes de blé. J'aurais pu vous parler d'un modèle qui est super intéressant à aller regarder. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est le modèle World 3 de Midos qui a suivi en fait ce rapport depuis 1980, qui annonce en fait un effondrement de la population d'ici 2020-2030. Donc on y est en plein. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de la pénurie d'électricité. Alors, vous savez bien de quoi on parle parce que on en a parlé suffisamment dans la presse et puis on a eu pas mal d'informations, en particulier la semaine passée avec nos deux ministres de l'énergie et de l'économie qui ont parlé de la situation. Alors, en fait, ce que je fais en général quand je parle de Austral, je pose une question aux gens dans la salle, j'aurais de la peine à voir les mains qui lèvent, mais en fait, je pose la question, est-ce que quelqu'un a prévu dans sa matrice de risque la pénurie d'électricité? Et je sais qu'a priori, je vais dire 90% des gens, ils n'ont même pas mis de ligne en disant pénurie d'électricité. J'espère qu'à la fin de notre webinaire, les gens auront mis une ligne et se sont préoccupés de la problématique. C'est quoi la pénurie à Kessako? Monsieur Parmelin, 30 septembre 2021, parle de blackout. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son intervention parce qu'il a présenté Austral, il a dit on s'en préoccupe, mais il a parlé de blackout. C'est pas un blackout en fait qu'on entend, c'est un blackout, mais organisé. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va couper le courant électrique si on a des soucis, mais pas en attendant qu'il tombe en fait. On va éviter qu'il tombe. Donc c'est pas vraiment un blackout, c'est vraiment une pénurie. Mais depuis en fait, il y a plein de choses qui sont arrivées. À partir du 30 décembre, on a vu qu'une grande partie des centrales nucléaires sont en off pour des questions de corrosion et on en parlera. C'est quand même un peu dramatique parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'elles vont redémarrer. Le 24 février, la guerre en Ukraine. Donc, le nucléaire, c'est l'électricité qui vient de la France. Et puis, la guerre en Ukraine, le gaz, c'est l'électricité qui vient de l'Allemagne. Pas que, mais évidemment, quand les Allemands auront perdu 10% de leur production, voire un peu plus, ils auront des problématiques. Et en plus, le 29 juin, on a nos deux ministres, Madame Samaruga, pardon, et Monsieur Parmelin, qui nous ont annoncé que cet hiver, ils allaient acheter des bougies.
C'est quoi l'enjeu au niveau économique? En fait, si vous regardez dans le rapport austral, c'est l'enjeu d'un point de vue économique qui va coûter le plus cher. Ça coûte plus cher qu'un grand tremblement de terre au niveau national et plus cher qu'un accident d'une centrale nucléaire. Donc c'est vraiment en termes économiques très très important. C'est pour ça qu'en fait les gens se préoccupent. Sauf qu'on a oublié en fait que l'électricité était super important parce que c'est quelque chose qu'on a eu depuis des années et que ça n'a jamais eu de coupure. Donc on part du principe que c'est là tout le temps. Mais d'où vient notre électricité? Alors ce que je vous montre là, c'est des flux annuels. C'est pas très important, mais regardez les grandes flèches. Celle qui vient depuis la France et qui vient depuis l'Allemagne. En fait, dans le graphique de droite, vous avez les imports, les exports, le net import, ce qu'on produit, puis vous vous rendez compte en fait qu'on a beaucoup d'électricité qui nous manque. Alors, on croit que la Suisse est équilibrée en termes d'électricité. En fait, en moyenne annuelle, ça va pas trop mal. Mais en fait, ce qui nous manque beaucoup d'électricité déjà aujourd'hui, c'est l'hiver. Puis en fait, si vous classez les pays par ce qu'ils font, vous avez l'Allemagne, la France, c'est les deux grands pays voisins qu'on a qui nous fournissent de l'électricité en hiver. C'est le moment qu'on a besoin. Puis vous avez la Suisse qui est en troisième position. Vous voyez en fait que la Suisse exporte beaucoup d'électricité en été. Et c'est lié en fait à nos barrages au fil de l'eau. En gros, on a beaucoup d'eau et donc on turbine nos barrages en été. Et puis en hiver, en fait, on est dépendant de l'électricité. Et c'est cette période-là qui nous pose un gros souci parce qu'en hiver, on n'a pas la capacité de production nécessaire. Puis en fait, qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui? D'où vient notre électricité? De l'Allemagne et de la France, je l'ai déjà dit. Puis on voit en fait que c'est en Allemagne en particulier beaucoup d'énergie qui est chargée en CO2, charbon, euh, la lignite et du gaz qui est produit en Allemagne, presque plus de nucléaire. Et puis les Français sont les champions du monde en termes d'émissions de CO2. C'est lié en gros au nucléaire et ça c'est vraiment important, la production. Et si vous regardez dans l'année, en fait, où on importe notre électricité, enfin, qui nous produit de l'électricité, ben là, j'ai pris un pic un peu spécial entre le février et mars. C'est à peu près la période où on devrait avoir notre pénurie d'électricité. On voit en fait qu'il y a une grosse partie qui vient de l'Allemagne. Un peu de la France, mais vraiment une grosse partie qui vient de l'Allemagne. Bon, d'abord, la Suisse est vraiment donc dépendante de nos voisins. Ben, on retrouve le même graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Puis on voit en fait que notre production d'électricité, elle est surtout très très forte en été et on a vraiment des gros déficits en Allemagne, en hiver, pardon. Si vous regardez, en fait, on importe en moyenne, là j'ai pris février de nouveau, hein, on est à peu près à 2 gigawatts. Vous regardez en fait la consommation d'électricité en février, on est à peu près à 8. Donc, on a 2/8 de notre énergie qui est fournie par l'étranger. Et ça, c'est vraiment problématique. Puis, si vous regardez la tendance, ça, c'est un graphique qui date de 2012. J'aime bien prendre celui-là parce que dans l'esprit, il a été présenté en 2012. Et depuis, le nouveau graphique enlève les droits de prélèvement. En gros, ce qu'on a annoncé comme stratégie, c'est l'arrêt du nucléaire. Donc, c'est la partie moutarde qui est au milieu, là. Mais on parle rarement des droits de soutirage qu'on a sur les installations étrangères. Et ça, c'est par exemple la centrale du budget qui appartient en particulier, un bout de la centrale du budget appartient à la ville de Sierre. Puis en fait, c'est l'addition des deux qui va disparaître. Donc les centrales nucléaires qu'on a décidé d'arrêter et en plus les droits de soutirage sur les centrales européennes, en particulier françaises, qui vont aussi disparaître. Donc on a en fait l'addition de ces deux. Puis évidemment, on est en 2022, donc ça commence à baisser. Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir l'hiver prochain, tant qu'on n'a pas réussi à produire plus d'électricité renouvelable, en particulier en Suisse, en hiver, ben, on va se retrouver chaque année à trembler parce qu'on aura peur que l'électricité disparaisse. Bon, on va s'intéresser donc aux deux pays qui nous fournissent beaucoup d'électricité. Je vous donne quelques infos au niveau des prix. Donc, au niveau de la France, là, j'ai donné le peak load, c'est-à-dire l'énergie qu'il nous faut pour la journée, on va dire. Euh, la nuit, c'est le base load, c'est le ruban qu'on a, donc c'est le pic. Et je vous montre là, c'est le prix pour une année, c'est-à-dire pour 2023. C'est-à-dire en France, la journée, les gens vont payer l'électricité en moyenne pour l'année 2023, en fait, au-delà de 600 euros du mégawatt. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, parce qu'en général, on parle de centimes par kilowattheure. Alors, en fait, quand vous parlez de 600 euros du mégawatt, ce que je montre là, c'est 60 centimes du kilowattheure. Donc, on n'est pas à 6 centimes, on est à 60. Et évidemment, en 2020, même période, on était à 60 centimes à 6 centimes du kilowattheure, en fait.
Donc vous voyez en fait qu'on a multiplié à peu près par 10 les coûts d'énergie pour l'année entière. Donc c'est important que vous compreniez, c'est pour vraiment une année entière. Et puis, en gros, les pénuries en France et ces prix sont élevés parce qu'on a un gros problème avec les centrales nucléaires. En gros, la moitié des réacteurs français sont à l'arrêt. Ils ont des problèmes de corrosion sur le circuit de refroidissement. Et puis, on n'ose pas les rallumer. On n'a pas compris pourquoi. C'est un peu dramatique parce que EDF en fait cherche à comprendre. Puis en fait, à mesure qu'ils analysent les soudures qui ont été faites sur les circuits de refroidissement, ils se rendent compte que la corrosion s'est propagée à peu près partout. Et ils n'ont pas encore d'explication. Et en gros, j'ai les deux graphiques là, même échelle, hein. On annonce le démarrage du nucléaire, c'est le Trétillé, donc c'est le REMIT français. Puis enfin, on voit que chaque mois, en fait, l'annonce, on n'arrive pas à l'assumer parce qu'on n'arrive pas à redémarrer les centrales. 4 avril, à la télévision TF1, le ministre de l'Énergie, qui propose aux Français de ne pas allumer l'éclairage quand ils se lavent les dents le matin, parce qu'on n'est pas sûr d'assurer la production d'électricité. On est monté à 3 000 euros du mégawatt, donc à 30 francs du kilowatt pour le day-ahead, donc pour le prix du lendemain, pour les 2 heures qui ont vraiment posé des gros soucis. On a eu une petite vague de froid là et la production d'électricité manquait désespérément. Donc on a déjà eu un, un blackout organisé en France, presque en fait. Ils ont vraiment demandé en France de pas consommer l'énergie cette période-là liée aux températures et à la disparition de centrales nucléaires qui sont parties en panne. Puis je vous montre juste quelques données pour regarder en fait le Q1 pic, c'est-à-dire pour le trimestre de la première année 2023, on a un prix qui est à 1583 euros du mégawatt. Ça veut dire les Français vont payer la journée, en gros, un coût du kilowattheure à 1 franc 50. 1 franc 50 par rapport aux 6 centimes qu'ils payaient avant. Vous vous rendez juste compte de ce que ça veut dire. C'est quand même étrange parce que ces prix-là, en gros, il y a des volumes qui ont été échangés. On comprend bien que c'est complètement stratosphérique, mais hier, il y a des gens qui ont acheté du courant électrique à ce prix-là. Il y a des gens qui ont vendu du courant électrique à ce prix-là. Donc ce prix, c'est un prix du marché, c'est un prix réel. Et donc ça montre en fait combien le marché est tellement tendu. On voit aussi la différence entre la base et le pic, c'est-à-dire le ruban qu'on a et les prix d'électricité en journée. Et puis depuis quelques jours là, cette différence a explosé comme on n'a jamais vu. Et donc ça veut dire probablement l'angoisse en gros de l'électricité pas disponible pour l'hiver prochain fait que les gens font pas prennent pas des bonnes décisions au niveau du marché. Mais en fait, c'est ce qui est coté, c'est les échanges qui ont eu lieu. L'Allemagne, on a le même problème, sauf que, évidemment, c'est pas sur le nucléaire, parce que les Allemands ont décidé d'arrêter les centrales nucléaires. D'ailleurs, ils vont les arrêter, ils ont confirmé qu'ils les arrêteraient, hein, même pour l'hiver prochain. Mais en fait, en gros, c'est la disparition de la production d'électricité à base de gaz. On sait pourquoi, avec nos amis russes, hein, qui ont fermé une partie des vannes et qui ont déjà dit que l'hiver prochain, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et donc, tout le monde essaie de se détacher du gaz russe, mais dans l'esprit pour la production d'électricité, mais ce n'est pas tout à fait évident d'arriver à le faire. Et puis, évidemment, si vous arrêtez de consommer du gaz, vous devez consommer autre chose. Si vous ne voulez pas avoir une pénurie, on explose la croissance de consommation de lignite. Lignite, hein, c'est vraiment le gaz, le charbon de moins bonne qualité. On a accru en fait enfin, les Allemands ont accru la consommation de lignite pour compenser les pertes de production d'électricité qu'ils ont à partir de gaz. La Suisse est considérée comme un pays tiers par l'Europe. C'est quelques phrases, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura certainement pas de solidarité européenne pour la Suisse. C'est que s'il y a des problèmes de pénurie en Europe, comme il semblerait qu'on va avoir, s'il va faire froid cet hiver, on espère qu'il va faire chaud, on espère que le changement climatique sera là pour l'hiver prochain. Mais s'il y a vraiment une vague de froid qui va arriver, les Français auront des soucis, les Allemands aussi, compte tenu que c'est deux gros pays producteurs d'électricité. En gros, ils ne vont pas nous fournir d'électricité à nous, ils l'ont déjà dit. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on va arriver, en guillemets, à pouvoir consommer de l'énergie qui viendra de l'Allemagne et de la France? Probablement pas. On parlera, je ne vais pas parler d'Austral parce que c'est mes successeurs qui vont parler de ça. Mais en gros, on parle de coupure de courant électrique. Ben, en fait, un peu comme un pays en voie de développement, comme la Chine, qui a en fait qui met en place des structures de coupure de courant électrique en fonction de la production d'électricité qu'elle a. Et puis comme au Liban, où en gros on a des pays qui ont des groupes électrogènes un peu partout pour fournir du courant électrique aux gens qui ont besoin d'en consommer. Donc on voit un peu c'est dramatique.
Et c'est la Suisse, pays le plus riche au monde, pays le mieux éduqué. On n'a pas été capable de prévoir qu'il nous manquait de l'électricité. Ça fait longtemps que c'est prévu, mais on n'a rien fait. Quand je dis on, c'est tous en fait, hein. C'est que les usines en Suisse, il n'y en a presque aucune qui soit équipée de panneaux solaires photovoltaïques. On a toutes les plaines du monde à mettre des éoliennes. Et puis, on n'a pas réussi à pouvoir essayer d'augmenter un peu la production hydraulique. Donc maintenant, bah, on va supporter la situation. Je dis tout le temps, vous êtes perdu sans Wi-Fi, vous ferez comment sans électricité? Pour le PV, cet hiver, c'est trop tard parce qu'il va nous manquer du monde. J'ai pris l'exemple de la situation de position de sécurité, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Compte tenu qu'on sait que ça va probablement arriver. Maintenant, comment il faut faire pour qu'on arrive évidemment à réduire en gros notre consommation, comment on va adapter? Mais je prends l'aviation, mais là où je suis vraiment très fâché, c'est qu'on annonce en fait un chaos dans les aéroports britanniques. En Suisse, on a déplacé 150 000 personnes en avion à Genève et on sait que c'est la chose qu'il faut arrêter le plus vite et les gens continuent à voler en avion alors qu'on sait que c'est le truc qu'il faut qu'on arrête. J'espère que tous les gens qui nous écoutent ne prennent pas l'avion parce que si vous étiez à côté de moi puis vous me direz oui, je prends l'avion cet été pour partir en vacances, je vous tirerai les oreilles parce que je pense que c'est une décision dramatique. Il faut qu'on se rende compte que la première chose qu'il faut qu'on arrête, c'est l'aviation. Et on a 150 000 personnes qui prennent l'avion la semaine passée pour aller faire des vacances à Barcelone ou à Amsterdam, voire aller boire des bières quelque part. Donc les gens n'ont pas bien compris ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est la vie. Donc j'espère qu'à la fin de la journée, ou en tout cas du web, on aura rajouté une ligne sur est-ce que ça va effectivement c'est quoi la pénurie et comment on va la gérer. J'aurais pu évidemment vous parler aussi de pénurie de gaz, qui a été la principale intervention de M. Parmelin et de Mme Sommaruga, parce qu'on a exactement la même chose sur le gaz. Donc, en gros, le gaz va disparaître, va nous poser des gros soucis cet hiver. Puis, je vous propose quelques lectures. Alors, n'oubliez pas d'acheter des bougies, hein. Des lectures pour passer l'hiver sans chauffage, sans électricité et confiné. Vu la situation du Covid, c'est quand même pas terrible. Des bouquins super intéressants que je vous encourage à acheter pour l'hiver. Comme ça, vous aurez un peu du temps pour lire, qui va parler en fait de la situation, de ce qui arrive, de ce qui va arriver. Et je pense que c'est le début de ce qui va nous arriver. Autant s'y préparer, autant être conscient que c'est pas un hiver où on aura un souci, c'est les hivers qui vont suivre. La seule manière d'arriver à ne pas être embêté par des coupures de courant électrique, c'est d'être capable de produire rapidement de l'électricité renouvelable et on oublie les autres énergies parce qu'on n'arrivera pas à aller assez vite avec les autres énergies. Donc, mettez des panneaux solaires photovoltaïques sur vos toits, messieurs et mesdames. Encouragez la mise en place d'éoliennes dans les endroits où il y a du vent. Mettez en place de l'hydraulique, de la biomasse, de la géothermie, et on n'en parlera plus dans 10 ans. On aura un plaisir de faire de nouveau un web information en disant, bah voilà, on a réglé le problème, c'est bien, il nous a fallu 10 ans, mais dans 10 ans, on aura réglé. Très bien, merci, merci Monsieur Jeune pour cette intervention. Je rappelle hein, que cette intervention a été réalisée avec du Wi-Fi, hein, on n'aurait pas pu faire autrement. Et par contre que Stéphane Genoux est en Valais et n'est pas venu en avion jusqu'à nos locaux de Morges Exactement. pour faire ce webinaire. Je rappelle aussi plus sérieusement que vous êtes donc professeur à la HESSO Valais, spécialiste de l'énergie. Merci pour cette un petit peu mise en place un petit peu des éléments principaux hein, de la situation du marché actuel. On va passer maintenant la parole à Nicolas Ecknauer pour nous parler d'Austral. Comment gérer l'approvisionnement en électricité en cas de crise? Il y a plein de choses qui sont mises en place. Ça peut paraître quelquefois assez complexe et Nicolas Ecknauer va pouvoir nous vulgariser un petit peu tout ça et rentrer dans le détail. Merci Martin. Donc je vais partager mon écran également. Ma présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfait. Donc merci d'être présent à ce webinaire. Donc Nicolas Ecknauer, je travaille à Romande Énergie. Je m'occupe de l'exploitation du réseau et je travaille aussi dans les groupes pour le délestage austral. Donc moi je vais vous parler d'Austral aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est déjà Austral? D'où ça vient? Donc Austral, ça existe sous ce nom-là depuis 1990. Hein. Avant, c'était sous un autre nom, c'était l'Organisation d'électricité en cas de guerre. Aujourd'hui, c'est l'Organisation pour la gestion de l'électricité en cas de crise, de manière globale.
Donc, c'est un mandat du Conseil fédéral qui a été fait à l'Association des électriciens suisses, donc l'AES, qui a créé une commission spécifique australe qui est composée en fait de milices de personnes de l'énergie, des gestionnaires de réseaux de distribution, des producteurs, des gens aussi qui font partie de l'Association des électriciens suisses. Et on est sous l'AEP, donc l'approvisionnement économique du pays, c'est eux qui édictent les directives et qui valident ce qu'on fait dans le cadre de Austral. Donc, qu'est-ce qu'une pénurie d'électricité aussi? Ça, c'est important de le voir. C'est que c'est pas une coupure brève, ça appartient pas de la partie australe. Donc, une coupure brève, c'est ce qui arrive, on va dire, chaque semaine. Ensuite, partie de réseau. Heureusement, des petites parties de réseau suite à des intempéries, des orages ou des éléments réseau qui sont dysfonctionnants. C'est ni non plus un blackout. Austral ne va pas gérer la partie de la panne générale qu'on pourra avoir en Suisse ou en Europe. Donc là, on parle vraiment de pénurie d'électricité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'énergie à disposition pour subvenir aux besoins de l'ensemble des consommateurs. Ça, c'est important de définir ce que traite Austral. On a déjà vu par M. Genoux aussi le graphique des risques qui a été fait par l'Office fédéral de la protection de la population, l'OFPP, où on voit que la pénurie australe, c'est un danger réaliste qui devait se passer environ sur une fréquence de tous les 30 ans. Bien sûr, c'est des statistiques. Et ce qui est aussi le plus marquant, comme l'a relevé Stéphane, je ne vais pas m'attarder plus dessus, c'est la partie la plus chère aussi en termes de risque pour l'économie suisse. Une pénurie d'électricité, ça vient d'où, hein? Il peut y avoir plusieurs facteurs qui nous amènent à la pénurie d'électricité. Il peut y avoir des cyberattaques sur des infrastructures de production ou de réseaux électriques. Il peut y avoir aussi des tempêtes qui endommagent l'infrastructure réseau, qui fait qu'on n'a plus assez de capacité d'importation de l'étranger, pour autant que les centrales étrangères puissent nous importer de l'énergie. Des sécheresses aussi de longue durée, qui fait qu'on n'arrive pas à remplir les différents barrages qu'on a à disposition pour faire de l'électricité. Les centrales nucléaires en Suisse aussi qui pourraient avoir les mêmes problèmes qu'en France, qui fait qu'on aurait encore moins d'électricité à disposition. Les centrales nucléaires françaises, on en a déjà parlé avant. Des prix élevés aussi, ça c'est important, c'est que le producteur il doit rentabiliser ses infrastructures, donc lui il va vendre son énergie et vider les lacs quand l'énergie, ben, il peut la vendre cher, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fait qu'après quand techniquement on en a besoin en hiver, ben, potentiellement on n'en a plus à disposition. Et bien évidemment aussi les vagues de froid. On ajoute à ça aussi la guerre en Ukraine qui fait qu'on a moins de gaz. Le gaz est utilisé aussi dans des productions sur des centrales. Il y a aussi des processus industriels, quand il n'y a plus de gaz, on se tourne vers l'électricité. Donc, tous ces facteurs combinés ensemble peuvent justement réellement nous amener à une pénurie d'électricité. Quelles sont les phases et comment est organisé Austral pour la préparation? Donc, comme je vous ai dit, c'est sous le Conseil fédéral puis l'approvisionnement économique du pays. C'est eux qui déterminent les mesures qu'on devra appliquer lors d'une phase avancée du plan austral, qu'on verra en détail tout à l'heure. Et ensuite, c'est à la Commission australe de l'exécuter et surtout de la préparer en avance. Ça fait des années que cette commission elle existe, en 1990, ça fait des années qu'on est prêt à faire des mesures en cas de pénurie d'électricité. Sous Austral, on a après un état-major qui se met en place lors de crises, et après on a deux grandes familles qui est une partie de la gestion de la demande, donc qui est attribuée au gestionnaire de réseau de distribution, qui va appliquer les mesures qui vont toucher les consommateurs finaux et qui est en lien aussi avec les états-majors cantonales de conduite cantonaux. Et de l'autre côté, une partie gestion de l'offre pour justement gérer la production qu'on a à disposition, l'énergie qu'on a à disposition, et puis c'est l'équilibre des deux qui vont définir quand est-ce qu'on aura une pénurie ou non. Il y a différents niveaux dans Austral, donc c'est ce qu'on appelle des niveaux de disponibilité. Il y en a 4. On est en permanence aujourd'hui toujours dans le 1. On n'est pas encore passé dans le 2, bien qu'il y a déjà eu des appels de la partie confédération pour inciter les personnes à faire de l'économie d'énergie, mais officiellement, on est toujours dans le niveau de disponibilité 1. Dans le 2,
c'est Austral qui va être mis en alerte, mis en place, et puis qu'on va communiquer au grand public. Ce sera la tâche des autorités, bien évidemment. On va voir derrière aussi qu'est-ce que ça veut dire plus en détail. Le niveau de disponibilité 3, on va mettre en place les ordonnances sur la gestion de l'électricité qui va nous permettre de prendre les mesures beaucoup plus drastiques qu'on va trouver au niveau 4. Et le niveau 4, on va le voir aussi un peu plus en détail, ça va être les ordonnances qui vont rentrer en vigueur et des obligations de délestage, de contingentement qu'on a entendu, et des interdictions de consommation pour certains consommateurs. Si on regarde un peu plus en détail, on va dire les effets potentiels que peuvent avoir ces différentes mesures. C'est estimé à 5% l'appel à économiser qu'on va faire de manière volontaire par la population et l'économie de manière globale. Du moment qu'on passe le niveau de disponibilité 3, où on a des ordonnances qui vont obliger après l'économie et la population de prendre des mesures, on a 3 paliers. On va les regarder aussi un peu plus en détail après, mais en termes d'effet, c'est la restriction de consommation pour certains consommateurs, on estime à 10%. Si ça ne suffit pas, on va passer au contingentement, qui est de la restriction pour les gros consommateurs, au-delà de 100 000 kWh, qui auront une restriction mensuelle sur leur consommation d'énergie. On estime à 5 à 15% supplémentaires. Et si ça ne suffit pas, on passe au délestage, ce qu'on appelle cyclique ou tournant, où on va couper soit 33% de la masse totale d'énergie, soit 50%, de manière cyclique tournant. Si on regarde un peu plus en détail les mesures, le premier, c'est la base facultative, comme je l'ai dit, d'économiser l'électricité à tout à chacun, qui va être émis par différents canaux de communication. C'est les autorités fédérales qui vont prendre ça en charge. Et du moment que cette partie ne suffit pas, on va passer au niveau 3, où là, on va rentrer avec les ordonnances et on va arriver sur les obligations. Les 3 niveaux le dernier niveau d'Austral, ça va être le premier, c'est l'interdiction et la restriction de consommation. Donc, au moment où Austral va se mettre en place dans ce niveau-là, on ne saura pas à l'avance, nous, en tant que distributeurs d'électricité, ce que le Conseil fédéral va interdire. Mais principalement dans cette première phase, le dernier stade de Austral, ça va être des saunas, des climatisations, des escalators, des vitrines. Tous ces éléments-là seront interdits ou limités. Si ça ne suffit pas, on a vu que c'était environ 10% potentiellement, on va passer au contingentement. Contingentement, ça existe depuis 2020 maintenant, qu'on est en train aussi de le mettre en place, que les grands consommateurs doivent aussi s'y préparer, tout comme les distributeurs d'énergie. C'est pour éviter de passer directement de l'étape où on interdit, par exemple, les saunas, à on fait du délestage cyclique et on coupe 50% de l'économie. Le contingentement, il va être aussi émis avec certaines règles qui seront définies uniquement au moment de sa mise en place via les ordonnances. On ne sait pas à l'avance les catégories et les personnes qui pourraient avoir des restrictions différentes sur le contingentement. Ce contingentement, je le rappelle, il touche uniquement les gros consommateurs qui sont à plus de 100 000 kWh. Elles se cumulent, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a le contingentement qu'il faut arrêter d'économiser de l'électricité parce qu'on est des petits consommateurs. On va aussi toujours garder les restrictions de consommation, qui est le premier palier. Et après, on arrive au contingentement. Si le contingentement ne suffit pas, là, on n'aura pas le choix. On va passer au délestage cyclique. Donc, les réseaux de distribution, ils ont prévu de fractionner leur zone de desserte d'électricité, d'énergie, pour alimenter des paquets de 33% d'énergie ou de 50% d'énergie. Et dans ce délestage cyclique, on a 2 phases. Une où justement on coupe 33%, donc la clientèle aura de l'électricité pendant 8 heures, elle sera coupée pendant 4 heures. Et ainsi de suite, 8 heures d'électricité, 4 heures de coupure. Et la deuxième phase, si ça ne suffit pas en termes d'économie d'énergie, on pensera à 50%. 50% de l'ensemble de l'électricité distribuée sur le réseau du distributeur sera coupée pendant 4 heures et il y aura de l'électricité pendant 4 heures. Et puis, ça va continuer ainsi de suite pendant plusieurs jours, potentiellement plusieurs semaines, si ça ne suffit pas, le temps qu'il faudra pour qu'on ait de nouveau la masse à disposition pour satisfaire l'ensemble de la clientèle.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mesures, elles sont faites aussi pour éviter d'aller plus loin. C'est-à-dire que si tout ça ne fonctionne pas, si on n'a pas assez d'énergie à disposition, on a un déséquilibre entre la production et la consommation, ce qui fait que si on ne résout pas ce déséquilibre, on part sur une panne généralisée au niveau suisse, après au niveau potentiellement européen. Et là, ça sera beaucoup plus compliqué aussi de remonter l'ensemble du réseau que de faire des coupures comme elles sont présentées ici. Donc, c'est à partir du 30 septembre 2021 qu'on a rajouté le contingentement pour les gros consommateurs. Ça représente quand même plus de 30 000 gros clients d'électricité en Suisse, pour une masse, pour tous les clients qui sont à plus de 100 MWh, dans 100 000 kWh. Donc, c'est un mandat toujours, le distributeur d'électricité, il est le bras armé, entre guillemets, de Austral, qui, entre guillemets, applique ce que lui impose aussi le Conseil fédéral et puis l'approvisionnement économique du pays. Et on a dû faire ces 7 dernières années, à partir de 2020 et 2021, et on continue en 2022, à former les gros consommateurs, se préparer aussi en tant que distribution à exécuter ce mandat sur l'économie d'énergie. Donc, pour conclure pour cette présentation sur la partie Austral, hein, c'est que le risque de pénurie d'électricité, on l'a déjà entendu, mais on peut le répéter encore une fois, il est réel aujourd'hui. La Confédération d'approvisionnement économique du pays, donc l'AEP, on prévoit des mesures de gestion qui sont réglementées, mais qu'on aura encore une fois les détails le moment venu. Et si le contingentement ne suffit pas, si le délestage tournant ne suffit pas, eh ben, on ira dans une panne généralisée. Et le message que je peux passer aujourd'hui, tout comme les distributeurs aussi d'électricité, les entreprises doivent se préparer, créer des plans de continuité à l'interne des entreprises pour pouvoir appliquer les contingents qui sortiront le moment venu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pour la partie Austral, j'ai terminé, Martin. Très bien, merci Nicolas Knauer pour cette présentation. Donc je rappelle, hein, responsable d'exploitation du réseau Romande Énergie. Alors on a fait le tour un petit peu sur le risque de pénurie, sur les difficultés actuelles, et ça évidemment tout ça a un impact sur les prix. C'est ce qu'on va voir avec Laurent Minot, responsable du segment entreprise chez Romande Énergie. Le marché de l'énergie, les prix s'affolent. C'est un petit peu le thème de la présentation. On n'est pas en avance, donc on devait avoir 15 minutes, on en aura 13. Voilà. Merci Martin. Pendant que je vous dis bonjour, je lance ma présentation. J'espère que ça fonctionne. Voilà. Nicolas me dit que c'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Laurent Minot, je suis en charge chez Romande Énergie du segment entreprise, donc en relation avec la plupart de ces entreprises dont Nicolas a parlé il y a quelques minutes concernées par Austral, mais de façon générale, l'ensemble des entreprises concernées par ces questions d'approvisionnement d'électricité cette année et dans le futur. J'ai noté que malgré le discours angoissant de Stéphane et éventuellement Nicolas, là, peu d'entre vous, même aucun d'entre vous n'avait quitté le navire, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que le sujet, on le prend tous très au sérieux. Ma mission ce matin, c'est d'essayer alors non pas de rappeler un certain nombre des messages qui ont été déjà largement martelés par mes collègues, mais d'essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire dans cette situation quand le marché s'affole. Le premier message, et Stéphane l'avait déjà mentionné, il y a certainement mieux à faire que de se mettre la tête dans le sable ou de fermer les yeux. Il y a un certain nombre d'actions à mener que je vais essayer de décrire le plus simplement possible. Je ne prétends pas détenir ni baguette magique, ni malheureusement boule de cristal. On me le demande souvent. Malheureusement, je n'ai pas encore ces pouvoirs. Maintenant, on peut, et c'est ce que je vais m'efforcer à vous présenter, essayer de garder un petit peu la tête froide, donc d'analyser la situation et de prendre des décisions un minimum rationnelles et pas trop émotionnelles.
envisager la sobriété, repenser l'efficience, devenir producteur et se préparer, alors au pire, mais de façon à éventuellement l'éviter. Et de façon générale, si on cumule ces 5 actions, bah, finalement, on va rendre son activité nettement plus résiliente et en même temps nettement plus décarbonée. Donc je pense que là, on a tous à y gagner. Maintenant, si on regarde l'analyse de la situation, alors je ne vais pas revenir sur tout ce que Stéphane a dit sur les facteurs expliquant aujourd'hui la hausse des marchés de l'électricité. Ce que j'essaye de dire à nos clients quand je les rencontre, et j'ai des rencontres quotidiennes et multiples, c'est qu'il faut quand même imaginer que là, on a une superposition de crises. La crise ukrainienne est la dernière, même si je pense que la crise du nucléaire est apparue quelques jours après. Mais on avait déjà, avant la crise ukrainienne, une crise sur le marché du gaz. Donc on a aujourd'hui une superposition de crises. Et quand bien même la crise ukrainienne, je pense qu'on y aspire tous, se terminerait, on aurait toujours une situation extrêmement délicate. Si j'essaye de peser les différents facteurs qui aujourd'hui alimente un état d'esprit haussier du marché, bah, j'ai tous ces cartons sur la balance à gauche. On a évoqué le gaz russe, on a évoqué largement cette crainte de pénurie, on a évoqué la disponibilité du nucléaire, on n'a pas évoqué le prix du gaz naturel liquéfié que les Américains nous envoient, mais que les Asiatiques vont bientôt aussi se disputer avec l'Europe. Donc ça va aussi renchérir le prix du gaz naturel. On n'a pas évoqué le prix des certificats CO2, mais il y a un certain nombre de dispositifs qui font que le CO2 tend à augmenter et à entraîner une hausse supplémentaire des prix de l'énergie, quand surtout cette énergie est produite à base de fossiles. Et puis on a l'approche de l'hiver. J'ai l'habitude de rappeler que bah oui, même si on est au mois de juillet, plus on se rapproche de l'hiver, plus les nouvelles sont des nouvelles négatives en ce qui concerne le marché de l'électricité. Elles ont tendance à apporter un petit peu plus d'eau à la hausse. Et puis face à ces différents facteurs qui alimentent une hausse, on essaye d'en trouver quelques-uns qui pourraient alimenter une baisse. Alors il y en a un qui n'a que très peu d'influence, c'est la force du franc suisse par rapport à l'euro. Les marchés sont cotés en euros, on achète en euros sur les marchés. On est aujourd'hui en dessous de la parité, mais enfin, ce n'est pas à la hauteur des autres facteurs qui conduisent à la hausse. On va dire que c'est un léger effet matelas, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter pour avoir en Suisse une énergie particulièrement bon marché dans les mois qui viennent. Le risque qu'on peut imaginer qui pourrait entraîner une baisse, c'est celui d'un risque de récession, d'un ralentissement fort de l'économie qui entraînerait une très forte baisse de la demande. Mais je ne suis pas certain que d'un point de vue entreprise, on le souhaite. Et quand bien même on aurait un début de récession, il n'y aurait pas d'effet immédiat sur les prix de l'électricité. Donc le message, et je rajoute une courbe que Stéphane a déjà plus ou moins présentée tout à l'heure, hein, le record que certains ont connu en négociant leur prix de l'électricité à la fin de l'année dernière, donc fin 2021, on avait atteint vers le 21 décembre un record à 33 centimes. Alors là, j'ai pris le compte à base, mais on était à 33 centimes par kilowattheure fin décembre. On a dépassé, on est désormais à plus de 35 centimes par kilowattheure. Et donc le record est battu et on se demande où la situation va se terminer. Il y a effectivement un an, il ne faut pas remonter à il y a très longtemps, on était à 6 centimes, c'est entre 6 et 7 centimes. Et voilà, aujourd'hui, on négocie à 35-36 centimes. On voit que les années futures montent également, elles sont un peu plus raisonnables, mais il y a quand même une très, très fâcheuse tendance haussière. Voilà. Donc, mon premier message, c'est que parier sur une baisse significative avant l'hiver, ça s'apparente à jouer au casino. Vous avez probablement encore une centaine de jours avant que la fin des négociations soit possible, donc sans slot à mettre dans la fente de la machine à sous en espérant toucher le bingo. Je ne suis pas joueur de casino, mais je pense que la probabilité de gagner, elle est quasi nulle. Donc mon premier conseil sera pour vous de prolonger très rapidement votre contrat marché libre. À minima de 2023. Mon conseil va aussi de sécuriser 2024, parce que si 2023 se passe mal, on peut imaginer que l'effet, la contagion se passe très rapidement sur 2024. Donc ça, ce sera mon premier conseil du jour. Maintenant, et si vous n'en étiez pas convaincu, mais je ne vais pas m'étaler non plus trop là-dessus, Stéphane l'a montré, on achète l'électricité pour le dernier trimestre 2022 à peu près 50 centimes en Suisse, c'est le prix de marché. On est aujourd'hui à 80 centimes en France. Donc on voit, comme on a une très forte dépendance, qu'on a malheureusement encore un très fort potentiel de hausse
qui peut nous tomber dessus. Donc, ne perdez pas trop de temps, ce sera mon conseil. Le deuxième conseil, il a aussi déjà été largement évoqué, c'est celui de reconsidérer la sobriété énergétique. Limitons tous d'ores et déjà nos consommations. Stéphane a évoqué d'arrêter de voyager. Il y a d'autres impacts qui peuvent avoir un effet immédiat, notamment sur la quantité d'électricité qu'on pourra produire. Toute électricité que nous ne consommons pas aujourd'hui fait qu'il y a un peu moins de gaz qui est consommé dans les centrales à gaz germaniques. C'est du gaz qui rentrera dans les stockages, c'est du gaz qui permettra de nous chauffer cet hiver. Donc même les économies d'énergie, alors le gaz aujourd'hui en termes de chauffage, il y en a assez peu, j'espère, qui sont encore en service. On sait qu'il y a un certain nombre de fours industriels qui fonctionnent et qui doivent encore fonctionner, mais les économies d'électricité, elles entraînent dès aujourd'hui des économies de gaz qui pourront nous être fort utiles dans quelques mois. Donc ce sera mon deuxième conseil, c'est à la fois pour les entreprises et nous, citoyens, de faire en sorte d'économiser un maximum d'énergie de façon à passer au mieux un hiver qui s'annonce terrible. Le troisième niveau d'intervention, c'est le moment d'identifier les économies. Alors, vous avez probablement pour certains d'entre vous des rapports d'audit énergétique. Mon conseil, c'est là encore de les ressortir parce qu'il y avait des actions qui avaient probablement été identifiées, qui n'ont probablement pas été mises en œuvre parce qu'elles n'étaient pas forcément rentables au moment où elles ont été émises. C'est le moment de les reprendre. Si vous n'avez pas fait d'audit, le moment aussi d'en lancer un. Il y a pour notamment les PME le dispositif PIKE qui est très largement subventionné, qui vous permet d'avoir, si vous avez une consommation, on dit, qui dépasse à peu près les 20 000 francs par année d'énergie, vous permet d'être immédiatement rentable. La Confédération, le canton, éventuellement vos communes respectives financent et vous n'avez à payer que 15 à 20% de cet audit et vous ferez très, très largement des économies supérieures à ce montant investi. C'est l'occasion aussi de s'engager dans votre bilan carbone, savoir où sont vos émissions de CO2 va vous permettre de pister les sources d'économie et d'améliorer au passage votre bilan CO2. Donc là aussi, c'est un investissement extrêmement important qui va vous permettre d'être plus résilient dans le futur. Ce sera donc mon troisième conseil. Le quatrième, il a là aussi été mentionné, il faut que toutes les surfaces qui sont disponibles puissent être équipées de sources de production. Alors, les surfaces les plus disponibles, ce sont les toits, mais on peut aussi convertir un certain nombre de façades, notamment des façades industrielles qui seraient correctement exposées au soleil. Ça a l'avantage de permettre un décalage de la production à des moments peut-être un peu plus opportuns que le pic de production du toit. Donc ça, c'est un avantage. Il y a des nouveaux dispositifs et des nouvelles aides de la Confédération qui rendent ces dispositifs rentables. Les prix de l'électricité les rendent encore plus rentables. Si vous avez des grands parkings, là encore, on peut imaginer d'installer des carports. Alors avec le réchauffement climatique, les voitures seront à l'ombre et donc moins chaudes quand on les récupérera le soir, mais surtout, on va pouvoir produire une grande quantité d'électricité qui va nous être bien utile dans les années à venir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des surfaces disponibles pour des installations PV, envisagez le solaire, contactez-nous, on est prêt à vous accompagner sur ce sujet. Le dernier conseil, c'est pour reprendre la conclusion de Nicolas. On sait que même si on met les 4 premières mesures en œuvre, malheureusement, l'hiver 2022-2023 sera compliqué. Alors, il le sera encore plus si vous abordez cette période d'hiver peu préparée ou pas du tout préparée. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut mettre en place, revisiter vos processus de continuité. Imaginez, si vous êtes concerné par Austral, qu'est-ce que vous allez mettre en place si on vous demande rapidement de baisser votre consommation de référence de 20%, 30%, voire un peu plus, sur une durée relativement longue.
Alors, c'est toujours compliqué de trouver cette solution quand on y réfléchit à froid, mais je peux vous confirmer que si vous n'avez rien préparé et que vous recevez un courrier recommandé vous demandant de le faire dans les 3 jours, vous n'y arriverez pas beaucoup mieux. Donc, mon conseil, c'est vraiment de vous préparer. Un certain nombre d'entités peuvent vous accompagner dans cette préparation, essayer de questionner un petit peu vos processus. Voilà, j'ai maintenant fini, j'espère avoir rattrapé un petit peu le temps de façon à ce qu'on laisse le temps en question. Je vous ai passé 5 conseils, hein. Ceux qui n'ont pas encore de contrat et qui sont sur le marché libre, signez rapidement. Si vous économisons tous dès aujourd'hui du gaz et de l'électricité et d'autres combustibles, réalisons les audits ou ressortons les audits de façon à mettre ensuite en œuvre les opérations d'efficience énergétique. Construisons un maximum d'outils pour produire nous-mêmes notre énergie et puis préparons-nous. Et on ressortira tous grandis, hein. On aura une activité plus résiliente et plus décarbonée. Voilà, donc le message se veut quand même positif. Je vous remercie. Merci pour ces précisions, Laurent Minot, responsable du segment entreprise chez Romande Énergie. Merci pour ces conseils. Merci à tous les trois pour vos interventions respectives. On va passer maintenant aux questions. Il y en a eu énormément de questions sur le chat, notamment. On a réussi à en sélectionner quelques-unes. On va en prendre pour le moment une par intervenant, en commençant peut-être par Stéphane Genoux, puisque c'était la première intervention. Une question qui nous dit les 10 TWh supplémentaires d'hydraulique, hein, ce qui équivaut à 5 grandes Dixence, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Ça va être très difficile parce que lors de renouvellement des concessions, on doit respecter une autre loi qui est la capacité de pouvoir remettre de l'eau dans nos rivières pour des questions de biodiversité. Donc, on a actuellement une liste de plusieurs dizaines de projets qui pourraient être mis en œuvre, en particulier dans des projets en Valais, mais on voit que le dernier avis du tribunal fédéral qui a donné raison à la protection de la biodiversité au détriment de la production de l'hydroélectrique, entre autres pour protéger une mouche des cailloux en fait qui aurait été être mis en danger lors de la production d'électricité dans l'eau Valais. En fait, on voit que hydraulique, si on arrive à garder notre production actuelle, ce sera déjà bien. On peut imaginer qu'on puisse avoir un peu plus de stockage, mais on n'aura pas plus d'électricité, on aura plus en fait de capacité de production d'électricité à des moments voulus, mais on voit que ça va être compliqué. Puis il y a peut-être un petit complément que je voudrais dire, c'est que il faut bien que les gens comprennent qu'on a vécu ces 80 dernières années dans un pays où on avait de l'opulence énergétique, même un peu trop probablement par rapport à ce qu'on en a fait, et on s'est complètement désintéressé de la problème de la biodiversité. Mais en fait, la biodiversité, c'est la vie, c'est notre vie en fait. L'énergie, c'est notre confort et notre PIB. La biodiversité est bien plus malade que les problématiques qu'on a aujourd'hui sur l'énergie. Donc, je peux bien comprendre que une décision de ne pas mettre un barrage à un endroit, malgré le fait que le barrage est super intéressant pour plein de raisons, et entre autres parce que c'est d'une énergie renouvelable, si aujourd'hui on doit encore pénaliser la biodiversité pour pouvoir arriver à mettre des installations hydroélectriques, bah, la pondération des intérêts a clairement été faite en faveur de la biodiversité, parce qu'encore une fois, elle est bien plus malade que la problématique énergétique. Donc, il faut faire très attention à la biodiversité, c'est notre capacité de survie sur notre planète. Donc, le message que Laurent a dit, pour moi, c'est sobriété, 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 d'abord. Après, c'est efficacité, vraiment, tout ce qu'on peut faire avec un processus plus efficace, on y va à coin, et je suis d'accord avec lui sur l'audit énergétique. Reprenez vos rapports d'audit. Et puis, le dernier, c'est énergie renouvelable, parce qu'on aura évidemment besoin d'énergie renouvelable pour faire tout ça. Mais sobriété, c'est d'abord le premier message. Donc, s'il vous plaît, les amis, cet été, vous ne prenez pas l'avion.
Merci pour l'explication. On a une deuxième question sur la sobriété, cette fois parfaitement forcée dans le cadre d'Austral. Donc, question peut-être plus pour Nicolas Knauer. Une économie de 50% par délestage suffirait-elle au regard de la situation hivernale telle qu'on la connaît en Suisse aujourd'hui? Ouais. Bonne question. Peut-être, on verra si M. Genoux peut faire des compléments, mais en fait, on peut pas le dire aujourd'hui, vu qu'on ne sait pas l'état dans lequel on devra traverser l'hiver, ni en termes d'importation, ni en termes de production. On ne sait pas non plus la capacité qu'on aura dans nos barrages à ce moment-là. On ne sait pas aussi la température qu'on aura. Donc, il y a énormément d'inconnus qui fait que je ne peux pas assurer aujourd'hui que même avec 50%, ça passera. J'aurais envie de dire j'espère, clairement, parce que c'est déjà énorme et drastique, 50%. Mais je ne peux pas l'assurer et le dire dans ce webinaire de cette manière. Je ne sais pas si M. Genoux voulait compléter. Si je peux peut-être juste compléter, c'est que ce type de question laisse sous-entendre que, en fait, on doit se préparer à réduire de 50. Je crois que la question n'est pas de là. La question, c'est il faut réduire tout ce qu'on peut. Et quand vous avez une voiture aujourd'hui que vous achetez, elle vous met des airbags partout. On espère qu'on n'en a pas besoin. Ça serait super cool qu'on n'a pas besoin des airbags. Mais en fait, on est bien content qu'ils sont là quand on a un accident. Et donc, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, 50%, il faut que vous ayez dans vos plans pour les entreprises de contingent de plus de 50%. Comment je fais dans mon usine pour réduire ma consommation électrique de plus de 50%? Parce que ça suffira peut-être pas. Peut-être ça suffira, mais peut-être pas. Mais si vous savez le faire, si vous savez réduire de 70%, et puis que vous gardez alimenté dans votre usine cœur, poumon, cerveau de votre usine, vous serez vachement plus résilient que si vous partez du principe que 50, ça va jouer. Alors, on ne vous demandera pas de couper 100%, en tout cas pas a priori dans le contingent, ça va arriver peut-être, mais je crois que vraiment, préparez-vous à ce que vous puissiez libérer un maximum d'énergie. Donc, c'est cœur, poumon, cerveau, c'est ça que vous devez garder dans vos usines. On va passer maintenant aux questions sur le prix. Laurent Minot, on a une question qui est arrivée, qui nous dit « En Europe, comme le gaz est devenu vert, entre guillemets, la production ira à la hausse et de ce fait, les prix ne devraient-ils pas baisser ?» Excuse-moi, Martin, est-ce que tu peux répéter la question parce qu'on a une petite coupure de haut-parleur de notre côté? Alors, je suis désolé. En Europe, comme le gaz est devenu vert, entre guillemets, la production ira à la hausse et de ce fait, les prix ne devraient-ils pas baisser? Avant que la production de gaz vert remplace l'actuelle consommation de gaz dit naturel, il va se passer de très très nombreuses années. Donc non, il ne faut absolument pas compter sur notre espérance de vie, je pense, sur la capacité d'un gaz vert à remplacer l'actuelle consommation et production d'électricité à base de gaz naturel. Ou alors il faut largement baisser nos consommations avec les actes de sobriété qu'a rappelé et martelé Stéphane à l'instant. Donc malheureusement, ce n'est pas la solution. Très bien. Une autre question. J'ose, Martin, oui. Un petit complément. Le seul pays européen sur le continent européen qui produisait du gaz, c'est la Hollande. La Hollande a arrêté totalement ses productions de gaz, enfin ses extractions de gaz. Pourquoi? Parce que le sol s'effondre. On a tellement tiré de gaz et décompressé en guillemets le sol qu'on commence à avoir le sol en Hollande qui s'effondre. Donc oubliez le gaz européen. Et puis le biogaz, enfin, je pense que c'était certainement une plaisanterie quand on dit que le gaz est devenu vert à partir d'hier, en fait. L'Europe a considéré que le nucléaire et le gaz étaient verts. Il n'est pas vert. Il est moins dramatique que le charbon et le pétrole, quoi. Donc, on essaie de le privilégier pour essayer d'éviter d'avoir trop d'émissions de CO2. Mais le gaz, en fait, c'est pas vert. On ne parle pas de gaz vert. D'ici qu'on aura substitué notre gaz qui vient de Russie par du biogaz, je pense qu'on aura mangé les plantes par la racine. Toujours une question sur les prix, donc probablement pour Laurent Minot. Quel pourcentage de son énergie, Romand d'énergie, achète-t-elle sur le marché libre au prix actuel? Juste histoire qu'on comprenne.
Alors, pardon, on va distinguer, pour essayer de répondre clairement à la question, on va distinguer dans nos achats ce qu'on achète pour nos clients dits captifs, ceux qui sont au bénéfice des tarifs réglementés, et ce qu'on achète pour les clients au marché libre. Alors, 100% des achats, des ventes sur le marché libre sont achetés sur le marché. Pour ce qui concerne les clients aux tarifs réglementés, où nous mettons 100% de notre production propre dans nos tarifs réglementés à leur coût. J'ai vu qu'il y avait une question qui a été passée. Les coûts, effectivement, sont ceux de nos coûts de production, ils ne sont pas ceux du coût de marché, c'est ce qui est dans les tarifs. Et là, cette proportion représente à peu près 40% de la consommation des clients. Merci pour la précision. Une dernière question sans doute, on est bientôt à 11 heures. Une question qui s'adresse finalement un petit peu à tous les trois, enfin à personne en particulier. Faut-il garder nos lacs de pompage-turbinage remplis à 100% en attendant la pénurie, quitte à acheter de l'énergie à haut prix à l'étranger en attendant, sans y toucher? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Hop. Nandrance, c'est un jour. C'est ça en fait. Nandrance est fait pour tourner un jour avec la puissance qu'il a. Donc Nandrance va pas résoudre le problème de pénurie. Nandrance va régler, va nous aider à pouvoir, dans la journée, dans 2 jours, on va dire, une stratégie de 2 jours, faire boucher les trous. Mais c'est clair que Nandrance ne va pas résoudre le problème. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'un jour, c'est pas suffisant? Non, je pense qu'on peut effectivement, les exploitants sont aussi incités par la Confédération alors pas ceux de pompage-turbinage, parce que comme Stéphane vient de le rappeler, ils jouent vraiment sur le différentiel de prix sur du très court terme, mais il y a une sensibilisation à conserver et éventuellement une incitation à conserver de l'eau dans les barrages de façon à passer l'hiver. Mais c'est pas parce qu'on va tout stocker aujourd'hui il y a un moment où il faut quand même produire de l'électricité. Donc c'est une gestion fine qui est faite, mais ça ne permettra malheureusement pas de dérisquer totalement. Très bien, merci pour toutes vos réponses. Évidemment, il reste encore des dizaines et des dizaines de questions sur le chat. On ne va pas pouvoir répondre à tous. Par contre, voilà, si votre question est vraiment importante et que vous voulez vraiment avoir une réponse à votre question, on reste quand même disponible. Vous pouvez tout simplement l'envoyer à entreprise au pluriel @romande-énergie.ch, entreprise au pluriel @romande-énergie.ch. Merci à tous, merci à vous trois pour les présentations, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce webinaire. Ce webinaire sera disponible en replay. Il va être disponible en replay, on va vous envoyer un mail, toutes les personnes qui étaient inscrites, et on va le mettre aussi également sur YouTube, on va le mettre sur LinkedIn. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour être certain de le voir passer, de voir passer les autres informations et les prochains webinaires également. Je vous rappelle donc d'envoyer vos questions à entreprise au pluriel @romande-énergie.ch si vous avez quoi que ce soit. Et puis sinon, bien, bonne journée à toutes et tous. On vous a pris une partie de votre matinée. Allez vite, continuez de travailler pour mettre en place vos plans d'urgence pour, pour cet hiver. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée à vous trois, messieurs. Au revoir tout le monde. Bon Au revoir courage tout pour le la monde. suite. Quelle Au aventure. revoir.